Que se passerait-il si chaque pas en dehors de votre porte ressemblait à un pari? Dans des coins du monde que peu osent visiter, des villes entières se battent chaque jour pour survivre, où le danger rôde à ciel ouvert et où la sécurité est un luxe. Pour ceux qui y vivent, la peur n'est pas un sentiment passager. Elle est tissée dans les rues, dans l'air, dans le rythme de la vie. Mais comment un endroit peut-il tomber si loin dans le chaos? Quelle force silencieuse transforme des communautés vibrantes en champs de bataille? Dans notre voyage d'aujourd'hui, nous découvrons les 15 endroits les plus dangereux sur Terre. Préparez-vous à voir le monde que peu verront, où culture, conflits et survie se heurtent dans l'ombre. Nichée le long de la frontière nord-ouest du Mexique, Tijuana est une ville de contrastes saisissants, où la lumière dorée du soleil se déverse sur les plages, où l'art de rue vibrant illumine les murs, et où les rythmes latins résonnent à travers des quartiers animés. Cette ville, qui abrite près de 2 millions de personnes, était autrefois envisagée comme le cœur culturel des zones frontalières. Mais derrière cette façade dynamique se cache une vérité bien plus dure. Tijuana est l'un des endroits les plus dangereux du Mexique, où la vie quotidienne oscille entre aspiration et peur omniprésente. Rien qu'en l'an 2024, la ville a enregistré 1807 incidents violents, une légère baisse par rapport aux 1868 cas signalés l'année précédente, mais la réalité demeure sombre. Des traces de sang persistent encore sur les trottoirs. Les pires jours, jusqu'à 6 vies sont perdues. La beauté cachée de la ville est éclipsée par l'emprise du crime organisé, notamment dans des zones comme Zona Norte, Sanchez Taboada et Camino Verde, des endroits où les gangs, les drogues et les armes font partie de la vie quotidienne et où les forces de l'ordre oscillent entre impuissance et indifférence. Une disparition glaçante a secoué la ville en décembre 2024. Hana Kobayashi, une jeune photographe et voyageuse solitaire, a disparu sans laisser de traces. Son histoire est rapidement devenue un rappel obsédant pour ceux attirés par des chemins moins fréquentés. Au début de l'année 2025, l'indice de criminalité de Tijuana a atteint 71,9, l'un des plus élevés de toute l'Amérique latine, exposant le chaos profondément enraciné que la ville continue de combattre. Les habitants ici continuent d'avancer, rêvant encore, espérant encore, mais sous un ciel lourd de corruption et de violence. Pourtant, le tumulte ne s'arrête pas à la frontière. À quelques centaines de miles au nord, un autre point chaud se profile, cette fois au cœur des États-Unis. Notre prochaine étape, Peabody, à Saint-Louis, où le drapeau peut être d'une couleur différente, mais le sentiment d'inquiétude semble étrangement familier. Saint-Louis, autrefois un phare brillant du Midwest américain, porte maintenant une distinction bien moins fière. Elle est considérée comme l'une des villes les plus dangereuses des États-Unis. Juste à l'extérieur du centre-ville, le quartier Peabody, Darst Webb est devenu un point chaud profondément alarmant. Ici, le taux de criminalité violente dépasse la moyenne nationale de plus de 1100%, conséquence directe de l'activité des gangs, du trafic de drogue et des guerres de territoire brutales, souvent cachées. Au début de l'année 2024, la zone Peabody-Darst VBA a signalé plus de 12 000 incidents criminels pour 100 000 habitants, soit environ 440% de plus que le taux national. Plus préoccupant encore, la criminalité violente a elle seule été 862% au-dessus de la moyenne nationale, transformant ce quartier en l'un des plus redoutés du pays. Ces chiffres ne sont pas que des statistiques, ils racontent une histoire glaçante de désordre et de vie quotidienne vécue sous une peur constante. Et pourtant, même au milieu de la tempête, il y a des lueurs d'espoir. En 2023, Saint-Louis a enregistré sa plus forte baisse de criminalité en plus de 10 ans, une diminution de 21%, avec des réductions notables des agressions aggravées, des vols et des fusillades. En 2024, le département de police de la ville a signalé seulement 150 crimes violents, marquant le plus bas en 11 ans. Dans l'ensemble, la criminalité a diminué de 15% par rapport à 2023 et est inférieure de 31% par rapport à 2022.
Bien que le vol ait connu une légère augmentation de 3% au cours de l'année écoulée, les autorités locales surveillent de près chaque changement et signal. Pourtant, l'histoire de Peabody n'est pas unique. À travers les États-Unis, de nombreuses villes, autrefois icônes de prospérité, luttent contre de profondes fractures dans leur tissu social. Et maintenant, notre voyage continue vers Fiscorn, un quartier enveloppé d'obscurité au cœur de Détroit. Autrefois salué comme le symbole de la puissance industrielle américaine, Détroit a émergé de l'acier et des moteurs. Au début du XXe siècle, c'était une terre promise pour ceux qui rêvaient d'une vie meilleure, le nom Motor City ayant gagné le respect mondial. Les chaînes de montage tournaient jour et nuit, la richesse était créée, et la population a explosé pour atteindre près de 2 millions de personnes. Mais ensuite est venue la crise pétrolière de 1973, déclenchant une vague de fermetures d'usines. Les emplois ont disparu. Des quartiers autrefois prospères sont devenus des coquilles vides. En 2013, Détroit a de nouveau fait la une des journaux, mais cette fois pas pour son innovation. Elle est devenue la plus grande ville américaine à déclarer faillite. Aujourd'hui, Détroit est un récit de deux réalités, à la fois un monument aux rêves brisés et un témoignage d'un esprit indestructible. Avec plus de 600 000 résidents, la ville est encore vivante, mais des endroits comme Fiscorn restent coincés dans une longue bataille épuisante. Dans ce quartier, la beauté est devenue un luxe, et le danger semble être un voisin familier. Une personne sur 8 a été victime, que ce soit de vol, de coups de feu ou d'agression en plein jour. Le taux de criminalité violente à Fiscorn est stupéfiant. 5 581 incidents pour 100 000 habitants, bien au-dessus de la moyenne nationale de 370, ou même 461 pour l'État du Michigan. Et pourtant, toutes les ombres ne durent pas éternellement. En 2024, Détroit n'a enregistré que 203 crimes graves, une baisse de 19% par rapport à l'année précédente et le chiffre le plus bas depuis 1965. Les vols de voitures ont chuté de 15% et les fusillades non mortelles ont diminué de 25%. Une lueur d'espoir au milieu d'une longue tempête. Pourtant, cette lumière n'a pas atteint tous les coins. Le centre-ville se transforme jour après jour, mais des quartiers comme Fiscorn attendent toujours, attendant une vague d'investissement, attendant une nuit paisible, attendant une seconde chance. C'est un rappel que la survie ici n'est pas seulement une statistique, c'est un choix fait chaque jour. Et avant de continuer notre voyage, j'ai une petite faveur à demander. Si vous pensez que cette histoire mérite d'être entendue, veuillez appuyer sur le bouton s'abonner et toucher la petite cloche. Cela peut sembler simple, mais cela permet à cette chaîne de continuer, et cela m'aide à vous emmener dans des endroits que le monde semble avoir oubliés. Êtes-vous prêts? Continuons. Johannesburg, le cœur battant de l'Afrique du Sud, est une ville aux multiples visages. Connue pour ses gratte-ciels vertigineux, ses plus de 8 millions d'habitants et son énergie ininterrompue du matin au soir, elle se dresse comme un centre de commerce, de culture et de changement. Mais sous la vague de modernité se cache un endroit très différent. Hillbrow, un quartier autrefois illuminé par la vie nocturne et l'esprit de liberté, maintenant pris dans une lutte entre déclin et volonté de survivre. Hillbrow n'est plus le lieu de rêve qu'il était autrefois. Surpeuplé, en ruine et à bout de souffle, le quartier est devenu une zone d'endurance. Les rues qui résonnaient autrefois de musique résonnent désormais des pas anxieux, des vols à la tire en plein jour et de petits conflits qui peuvent éclater à tout moment. Les vols de voitures sont en hausse, juste entre juillet et septembre 2022. Le nombre de cas a augmenté de 25% par rapport à 2019, laissant les résidents méfiants chaque fois qu'ils sortent. Au deuxième trimestre de 2024, 10 incidents violents graves ont été enregistrés dans la région. Alors, qu'est-ce qui a conduit Hillbrow à ce point? Un taux de chômage élevé joue un rôle majeur, surtout parmi les jeunes. Sans emploi et sans espoir, beaucoup sont contraints de survivre sur les marges de la société. Des bâtiments abandonnés sont devenus des abris de fortune,
tandis que le système de sécurité est poussé à ses limites. La police est en sous-effectif, dépendant d'équipements obsolètes, et répond souvent trop lentement, rendant le contrôle de la criminalité ici un combat de tous les instants. Bien que plus d'agents aient été déployés et que les communautés essaient de se protéger, les chiffres restent sombres. Le dernier rapport du service de police sud-africain montre que la province de Gauteng, où se trouve Hillbrow, continue d'être l'un des points chauds de criminalité violente dans le pays. Chaque ville a un visage qu'elle montre fièrement au monde et un visage qu'elle essaie de cacher. Hillbrow n'est pas seulement une tache sombre sur la carte, c'est un miroir reflétant un malaise plus profond au sein de la société moderne. Alors, que pensez-vous qui se cache à la racine de cette crise persistante ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, nous écoutons chaque histoire que vous racontez. Au sud du Cap, là où la Terre s'étend vers un horizon balayé par le vent, se trouve Cape Flats, un endroit dont on se souvient non pas pour ses vues sur l'océan, mais pour sa douleur. Cette zone est née des politiques de relocalisation forcée pendant le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Ce n'est pas juste un endroit où vivre, mais une parcelle de terre stratifiée par des décennies de déplacements, de survie et de promesses oubliées. Aujourd'hui, Cape Flats est une zone où la criminalité, l'addiction et la peur ont pénétré si profondément dans la vie quotidienne qu'elles façonnent la façon dont les gens pensent, ressentent et survivent. Ici, la vie peut durcir le cœur. La violence, les drogues et le vol ne se contentent pas d'arriver, ils sont devenus une routine. Non pas parce que quelqu'un a choisi ce chemin, mais parce que, pour beaucoup, il n'y a tout simplement pas d'autre choix. Un tournant dangereux est survenu lorsque Chris Prinsloo, un ancien policier, a admis avoir acheminé plus de 2500 armes à feu entre les mains des gangs. Cet acte unique a alimenté certains des groupes criminels les plus notoires d'Afrique du Sud, y compris les Américains, Hard Livings et JKF. Ces noms ne se contentent pas de régner sur les rues, ils dirigent des entreprises, répandent la peur et réduisent au silence quiconque ose s'exprimer. Alors que la situation devenait plus volatile, les forces de l'ordre ont été contraintes de répondre avec intensité. Parfois, la police déployait des véhicules blindés, des drones et des technologies de surveillance avancées pour des patrouilles de routine. Et pourtant, malgré les efforts des initiatives locales et des campagnes nationales, peu de choses ont vraiment changé. En mars 2021, un affrontement majeur a éclaté, faisant plusieurs victimes. Juste 3 mois plus tard, une autre vague de violence a balayé la communauté, la plongeant à nouveau dans le chaos. Pour de nombreux résidents de Cape Flats, l'espoir existe encore, mais il scintille faiblement, comme un lampadaire dans la nuit. Les solutions traditionnelles n'ont pas apporté de changement durable. C'est parce que la racine du problème, la pauvreté, les familles brisées et les chemins limités vers la survie, restent intacts. Et maintenant, nous quittons l'Afrique, traversant la mer Méditerranée vers un autre endroit, avec son propre récit troublé. À Naples, en Italie, dans un quartier connu sous le nom de Scampia, une autre histoire se déroule, un endroit où la loi a peu de poids, et le pouvoir appartient à ceux assez courageux pour plonger dans l'ombre et le revendiquer. Situé à l'extrémité nord de Naples, Scampia est né d'un rêve de transformation. Dans les années 1980, il a été conçu avec de grands parcs ouverts, des blocs d'appartements imposants et des espaces communautaires partagés, tous construits dans l'espoir d'offrir un nouveau départ aux familles de la classe ouvrière. Mais comme beaucoup d'endroits qui avaient autrefois de l'espoir, la lumière à Scampia a été progressivement engloutie par l'obscurité. L'arrivée de la Camorra, l'organisation criminelle la plus notoire de Naples, a tout changé. Sous le règne de fer du clan Dello, la zone s'est lentement transformée en l'un des plus grands hubs de distribution de drogue de toute l'Europe. En 2004, une lutte de pouvoir violente a éclaté entre le clan Dello et une faction rivale. Le résultat fut le chaos dans tout le quartier. Des bâtiments autrefois destinés à nourrir l'espoir sont devenus des symboles de décomposition. Les terrains de jeu sont restés silencieux, ne résonnant plus des rires d'enfants, mais seulement des murs tachés et d'un calme inquiétant s'insinuant dans chaque ruelle. Avec des emplois rares et des opportunités s'éloignant encore plus, de nombreux jeunes ont choisi ce qui semblait être le seul chemin viable, la vie dans les marges, dans l'ombre.
Mais le gouvernement italien n'est pas resté inactif. À partir de 2016, les bâtiments les plus délabrés ont été démolis et les résidents ont été relocalisés ailleurs. Pourtant, le véritable problème était plus profond que le béton en ruine. C'était le sentiment d'être laissé pour compte. La pauvreté recouvre encore cette communauté, et pour beaucoup à Scampia, la peur n'est pas seulement celle du crime, c'est celle d'être oublié par la société même en laquelle ils croyaient autrefois. Et pourtant, comparé à ce qui se déroule à Renacimiento, un district de la ville d'Acapulco, Scampia semble presque paisible. Là, une autre sorte d'histoire prend forme, une histoire où les pouvoirs de l'ombre ont poussé une ville entière au bord de l'effondrement. Le long de la côte pacifique du Mexique, Acapulco était autrefois le joyau brillant de la Riviera, une escapade glamour pour les célébrités et l'élite. Son époque dorée était marquée par des après-midi baignés de soleil, des cocktails à la main et les acclamations de la foule lorsqu'une personne plongeait des falaises imposantes dans l'océan en contrebas. Mais sous ce coucher de soleil radieux se trouve un endroit qui n'a jamais figuré sur les cartes postales, Renacimiento. Aujourd'hui, ce nom n'évoque plus la romance, mais plutôt un sentiment constant de danger. Derrière le rideau de velours de la ville touristique, Renacimiento fonctionne selon ses propres règles. L'influence des gangs criminels et les tensions sociales bouillonnantes brûlent comme un feu souterrain, érodant lentement tout sens de paix. Ce qui était autrefois connu pour ses plages et ses fêtes est désormais devenu l'un des points chauds les plus volatiles du pays. Pour ceux qui y vivent, la vie quotidienne n'est plus mesurée en temps, mais dans le silence tendu entre des événements soudains et inattendus. L'activité illégale a pénétré presque tous les coins, des ateliers de réparation automobile aux petites maisons nichées au bout de rues tranquilles. Bien que la police locale continue d'intervenir, leur succès est principalement limité et de courte durée. La majorité de la zone reste sous le lourd contrôle de deux gangs dominants, 221 et Los Luz. Leur présence a rendu chaque tentative de reconstruire la communauté fragile, aussi délicate et cassante que du verre. Pour les voyageurs qui osent s'aventurer au-delà des limites de la carte touristique, Renacimiento offre une vue en couche, non filtrée d'Acapulco, un côté du Mexique que l'on ne trouve pas dans les magazines, mais écrit dans la poussière et les difficultés de la vie réelle. Cependant, si vous êtes sérieux au sujet d'explorer cette zone, la prudence est absolument essentielle. Restez toujours informé par des canaux officiels, suivez les conseils locaux et déplacez-vous avec soin et conscience à tout moment. San Pedro Sula, la deuxième plus grande ville du Honduras, porte un nom paisible, vallée de Saint-Pierre, mais peu d'endroits vivent en plus grand contraste avec cela. Avec une population de plus de 700 000, la ville a de profondes racines dans l'histoire hondurienne, mais elle est mieux connue aujourd'hui pour ses luttes en matière de sécurité publique et de criminalité croissante. San Pedro Sula apparaît souvent sur des listes des villes les plus dangereuses du monde. En 2014, elle a dominé les classements mondiaux des incidents violents. Les lois au Honduras permettent aux civils de posséder jusqu'à 5 armes à feu, ce qui ajoute une couche supplémentaire de tension au quartier déjà sous pression. Une zone particulièrement touchée est Rio Blanco, où des groupes criminels contrôlent le territoire, déplaçant des biens et des personnes illégalement. Des tirs aléatoires et des vols de rue se produisent de sans avertissement, ciblant parfois des passants innocents. Malgré l'inquiétude publique, la réponse du gouvernement est lente. Des murmures de corruption courent profondément, certains fonctionnaires étant accusés d'accepter des pots de vin pour ignorer ce qui se passe. Bien que quelques quartiers aient montré de légers signes de progrès, la ville dans son ensemble reste sur un sol instable. La criminalité organisée, l'extorsion et le trafic s'étendent désormais au-delà des points de trouble habituels, révélant à quel point le problème est profondément enraciné. Ensuite, nous entrons à Chamelecón, un autre district de San Pedro Sula, où deux puissants gangs, MS-13 et Barrio 18, mènent une guerre qui déchire la région. Caché au sein de la vaste ville de San Pedro Sula, le district de Chamelecón raconte une histoire qui n'est pas facile à entendre, un endroit où les gangs contrôlent chaque coin de rue et où la vie se déroule sous le lourd silence de la peur.
Ici, deux gangs notoires, Mara Salvatrucha, également connu sous le nom de MS-13, et Barrio Dix-8, se battent pour le contrôle à travers le trafic de drogue, l'extorsion et la domination des communautés par une terreur silencieuse et omniprésente. Depuis plus de 2 décennies, la violence est devenue une norme sinistre. Dans ce district seul, plus de 50 journalistes ont été assassinés, un chiffre glaçant qui reflète le silence presque total qui plane sur la région. Mais même ce nombre ne capture pas l'anxiété constante ressentie par les résidents locaux, des gens qui savent qu'un seul mot prononcé pourrait entraîner des représailles ou pire. Certains chefs de gang ont même parlé ouvertement aux médias, affirmant leur pouvoir et laissant entendre qu'ils n'ont aucune intention de se retirer. Pour de nombreuses familles, en particulier les mères célibataires, la survie signifie rester silencieuse, invisible. Les forces de police semblent largement réactives, luttant pour reprendre le contrôle mais repoussées en permanence. Le massacre de bus en 2004, qui a fait 14 morts, hante encore la ville, un rappel obsédant que la violence n'est jamais vraiment partie. Au début de l'année 2025, Chamélécon reste un point chaud. Le gouvernement a déployé l'armée pour patrouiller dans les rues, une mesure qui apporte un soulagement temporaire, mais soulève également de sérieuses inquiétudes quant à la liberté personnelle et au chemin à long terme vers la paix. Les résidents sont pris entre deux peurs, la peur des gangs et la peur des autorités, sans voie claire à suivre. Alors maintenant, nous vous demandons, quel type de solution croyez-vous pourrait apporter une paix durable à des endroits comme Chamélécon ? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, et si vous trouvez que ce voyage mérite d'être poursuivi, appuyez sur s'abonner et rejoignez-nous alors que nous voyageons vers les coins cachés du monde, des endroits où chaque histoire mérite d'être entendue. Caracas, la capitale du Venezuela, était autrefois un phare d'espoir à l'extrémité nord de l'Amérique du Sud. Mais aujourd'hui, elle est souvent classée parmi les villes les plus dangereuses de la région. Avec plus de 120 crimes graves pour 100 000 personnes chaque année, la situation n'a fait qu'empirer depuis le décès du président Hugo Chavez. Au cours des 8 dernières années, le nombre total de cas criminels a augmenté de plus de 50%, et les enlèvements à eux seuls ont doublé. Un chiffre qui ferait réfléchir quiconque. La police est débordée. De nombreuses unités manquent, même d'équipements de base, et le nombre d'agents en service continue de diminuer. Par conséquent, des quartiers entiers sont effectivement abandonnés, sans protection. Personne à appeler lorsque des problèmes surviennent. Dans ce climat, la criminalité n'est plus seulement une menace, elle est devenue un chemin de carrière. À Caracas, en particulier dans des zones comme Petare, rejoindre un gang n'est pas toujours une question de coercition. Parfois, c'est une question de reconnaissance. Le statut social, le pouvoir, même le respect, tout cela peut venir du fait de tenir une arme. Petare, située sur le côté est de Caracas, est l'une des zones les plus notoires en raison de son instabilité continue. Là, les vols à main armée, les enlèvements et les luttes territoriales font partie de la vie quotidienne. Un nom est profondément lié à cet endroit, Huilexis Alexander Acevedo Monasterios, plus communément connu sous le nom de Huilexis. Son groupe contrôle la plupart des rues de Petare, du trafic de drogue à l'extorsion et à la violence organisée, tout est sous leur commandement. Pour les familles qui essaient de mener une vie normale au milieu de ce chaos, simplement sortir est un pari. Et pour le gouvernement, retrouver le contrôle est devenu un long combat épuisant, souvent sans victoire claire. Ironiquement, la seule chose qui a ralenti l'activité des gangs n'est pas l'application de la loi, c'est l'effondrement économique. Lorsque l'argent se tarit, l'emprise des opérations criminelles se tarit également, un cycle vicieux de pauvreté et de violence qui se nourrit lui-même. Maintenant, nous quittons le Venezuela et nous dirigeons vers les États-Unis, où une autre région fait face à une crise similaire, East Baltimore. Là, des conflits de gangs en cours ont non seulement instillé la peur, mais ont également brisé la foi de la communauté dans le lieu même qu'elle appelle chez elle. En plein cœur de l'East Baltimore se trouve un quartier marqué par un passé turbulent, un endroit qui était autrefois paisible, mais qui est devenu l'inspiration de la série télévisée acclamée The Wire.
Cette zone était autrefois le foyer d'une communauté tchèque-américaine soudée autour de l'église Saint-Venceslas. À l'époque, les rues étaient lisses propres, les maisons bien entretenues et les voisins se connaissaient par leur nom, connectés comme une famille. Mais cette paix a commencé à s'estomper. En avril 1968, à la suite de tensions raciales croissantes et d'injustices sociales, une vague d'agitation a balayé la région. Des magasins ont été incendiés, des entreprises se sont effondrées et une communauté autrefois stable est tombée dans une spirale de déclin. De nombreux adolescents grandissant dans des familles brisées sont arrivés ici avec confusion et manque de direction. Sans voie claire à suivre, il était trop facile de se laisser entraîner dans un monde de violence et de gangs. La ville a fait des efforts pour revitaliser la zone, mais la sécurité publique reste un défi sérieux. En 2024, la criminalité n'a enregistré qu'une légère baisse de 3%, tandis qu'une personne sur 10 est considérée comme à haut risque. Dans la zone Hopkins East Baltimore, les taux de criminalité restent 253% plus élevés que la moyenne nationale. La criminalité violente dans cette zone est presque 7 fois plus élevée que dans d'autres quartiers. Le 31 janvier 2025, une série d'incidents graves s'est déroulée le long de l'East North Avenue, un rappel frappant que même des progrès fragiles peuvent être facilement annulés. Et pourtant, tous les signes ne sont pas sombres. En 2024, la criminalité grave a chuté de 23% et les infractions mineures ont diminué jusqu'à 34%. Les arrestations ont augmenté de 14%, signalant une réponse plus forte de la part des forces de l'ordre. Des activistes locaux continuent de pousser pour le changement de l'intérieur, reconstruisant la confiance, soutenant les familles et créant de nouvelles opportunités pour que les jeunes choisissent un chemin différent. Pourtant, pour ceux qui restent dans le Middle East District de Baltimore, la vie quotidienne est une lutte constante, prise entre les craintes pour la sécurité, l'épuisement de l'instabilité et une lueur d'espoir pour demain. La lutte pour la guérison et le renouveau continue silencieusement jour après jour. Peu de quartiers dans le monde portent autant de poids culturel que Trenchtown, niché au cœur de Kingston, la capitale de la Jamaïque. C'est le berceau du reggae, où les rythmes qui enchanteraient un jour le monde ont pris forme, et où l'icône mondiale Bob Marley a un jour appelé chez lui. Dans ces rues vieillissantes, la musique dansait autrefois aux côtés des rires, évoquant un esprit d'unité et de fierté nationale. Mais derrière cette bande sonore résonnante se cache un autre chapitre, souvent peu chanté, mais toujours indéniablement réel. Un chapitre de tensions croissantes, de conflits persistants et d'opportunités qui s'effacent lentement avec le temps. Ces dernières années, Trenchtown a connu une forte montée d'instabilité. En 2019, Kingston a été répertorié parmi les villes les plus volatiles du monde et Trenchtown se trouvait au centre. Les choses se sont intensifiées en 2021, lorsque la violence a explosé et que le gouvernement a imposé un couvre-feu. Mais même le confinement n'a apporté que peu de changements. En juin de cette même année, une fusillade en plein jour a laissé 2 résidents innocents blessés. Juste un des nombreux incidents qui ont laissé les habitants vivre dans un état constant d'anxiété. Aujourd'hui, l'ambassade des États-Unis continue d'avertir que les voyageurs et le personnel devraient éviter la région alors que les guerres de territoire entre gangs rivaux se poursuivent. Les causes profondes ne sont pas difficiles à identifier. Des générations de pauvreté, un manque d'opportunités d'emploi et un système éducatif qui semble hors de portée pour beaucoup. Dans cet environnement, un nombre croissant de jeunes sont attirés dans des gangs locaux, non pas parce qu'ils le souhaitent, mais parce qu'ils n'ont pas d'autres options réelles. Les femmes et les enfants de Trenchtown sont souvent les plus vulnérables, piégés dans des cycles de violence à la fois physiques et psychologiques. Les rêves d'une industrie touristique florissante ou d'une renaissance culturelle sont étouffés par la peur. Alors que la violence obscurcit de plus en plus la présence de Trenchtown sur la carte touristique, les investisseurs se retirent, emportant avec eux toute chance de changement significatif pour la communauté. Et pourtant, il y a encore ceux qui continuent à se battre. La police locale et les organisations de base travaillent petit à petit, mais avec des ressources limitées, elles sont souvent submergées. Pourtant, ce qui distingue Trenchtown, c'est son esprit indéfectible. Dans les histoires racontées sur les porches,
Dans les yeux de ceux qui continuent à vivre et à espérer réside une résilience que le temps n'a pas encore effacée. Maintenant, nous poursuivons notre voyage vers Felipe Camargo, à Natal, au Brésil, un autre endroit où culture et troubles sociaux s'entrelacent dans la lutte pour retrouver son identité et façonner l'avenir. Natal, la capitale côtière de l'État de Rio Grande do Norte au Brésil, est célèbre pour son sable blanc, ses eaux turquoises et ses couchers de soleil qui semblent avoir été peints à la main. Chaque année, des milliers de touristes affluent vers ce paradis pour profiter du soleil et se détendre dans son atmosphère tranquille. Des dunes de sable infinies, le doux rythme des vagues et un verre de caipirinha frais créent une véritable escapade tropicale. Mais au-delà de ce paysage de cartes postales se cache une autre réalité, une histoire moins connue qui se déroule discrètement à l'extrémité ouest de la ville. Cette histoire appartient à Felipe Camargo, un quartier aux prises avec des préoccupations croissantes en matière de sécurité, un contraste frappant avec les plages sereines de l'autre côté de la ville. Alors que les zones touristiques continuent d'accueillir les visiteurs à bras ouverts, Felipe Camargo murmure un récit plus rude. Ces dernières années, ce district a connu une augmentation d'incidents troublants. Parfois, le chaos éclate même en plein jour. Les touristes visitent rarement la zone, mais on leur conseille toujours de rester prudents s'ils sont à proximité, car des affrontements entre groupes locaux peuvent éclater sans avertissement. Plusieurs incidents au fil des ans ont attiré l'attention du public. En 2021, un résident a été blessé dans un accident de travail, mais aucune enquête n'a jamais été lancée. Ce cas apparemment mineur a révélé quelque chose de plus profond, un schéma de négligence institutionnelle de longue date. Dès 2017, une émeute dans la prison d'Alcasuz s'est répandue dans les rues, servant d'avertissement précoce des fractures plus profondes au sein du système. Plus récemment, en 2025, deux événements consécutifs ont envoyé des ondes de choc à travers la communauté. Le 1er février, Robson, un travailleur et parent d'un commerçant local, a été arrêté près du kilomètre 6. Juste quelques jours plus tôt, le soir du 29 janvier, un jeune homme a été pris dans une situation dangereuse à un coin de rue bondé de Felipe Camargo. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé, mais l'histoire s'est rapidement répandue par le bouche à oreille local. Des moments comme ceux-ci ont modifié la perception publique de Felipe Camargo. Autrefois considéré comme l'un des quartiers les plus sûrs de Natal, il est désormais sous surveillance accrue. Les responsables de la ville ont déclaré qu'ils intensifiaient les efforts pour restaurer la confiance et améliorer la sécurité, non seulement pour les résidents, mais pour quiconque visitant ce beau coin du nord-est du Brésil. Niché dans les collines verdoyantes de Rio de Janeiro, le Complexo do Alemão est un vaste réseau de favelas où la culture de rue, les rythmes vibrants et un puissant sens de communauté continuent de prospérer. Chaque pas ici résonne au rythme des tambours de samba. Les fresques éclatent de couleurs, racontant des histoires à travers les images. Et les sourires des résidents résilients illuminent même les coins les plus difficiles. Mais sous tout cela se cache une réalité très différente, marquée par des armes, des structures de pouvoir invisibles et une peur constante et silencieuse qui glisse à travers les ruelles étroites. Pendant de nombreuses années, le Complexo do Alemão a été sous le contrôle d'organisations criminelles. Des gangs rivaux se battent pour le contrôle, échangeant des coups de feu et des menaces pour chaque pouce de territoire. Ici, la fragilité n'est pas une métaphore, c'est la vie quotidienne. Les habitants évitent souvent de sortir après la tombée de la nuit, et même les plaisirs simples, comme partager une bière entre amis, peuvent être brisés en un instant par le crépitement des balles au loin. Même les opérations policières à grande échelle, impliquant parfois plus de 100 agents, n'ont pas réussi à apporter une sécurité durable. L'incident le plus grave s'est produit le 21 juillet 2022 lors d'un raid massif qui a laissé 18 personnes mortes, dont 16 membres présumés de gangs, un policier et un civil innocent. L'événement a déclenché un tollé de la part des organisations de défense des droits de l'homme, soulevant des questions urgentes. Les forces de l'ordre ont-elles dépassé les bornes? En vérité, la tension ici n'est pas nouvelle. En février 2017, 28 fusillades distinctes ont été enregistrées en seulement un mois.
Ces chiffres ne sont pas que des statistiques, ce sont des preuves d'une vie vécue sous une pression constante, où le bruit des coups de feu est comme une horloge qui compte à rebours jusqu'à un autre jour de survie. Et pourtant, les gens ici refusent d'abandonner. Ils combattent le désespoir avec de la musique, avec des cuisines communautaires et avec de petites salles de classe où les enfants continuent de rêver d'un avenir différent. L'espoir survit dans les rues sinueuses. Les jeunes, les bénévoles, les activistes locaux, ils construisent discrètement des espaces plus sûrs, un pas à la fois. Le Complexo do Alemão peut être entouré de défis, mais il n'a jamais capitulé. Ensuite, traversons la frontière vers Caracas, au Venezuela, où le quartier de Katia lutte contre des niveaux de tension et de violence encore plus profonds. Explorons ce qui s'y déroule. À l'extrémité ouest de Caracas, au Venezuela, se trouve un district appelé Katia, l'un des quartiers les plus volatiles et imprévisibles de la capitale. La vie ici est un contraste constant. Certaines personnes voyagent dans des véhicules blindés, tandis que d'autres fouillent dans des poubelles à la recherche de quelque chose, n'importe quoi à manger. Derrière ce fossé saisissant se cache une vérité difficile. L'ordre à Katia n'est plus maintenu par le gouvernement, mais par des organisations souterraines puissantes opérant en dehors de la portée de la loi. Tout comme le plus connu Pétard, ces groupes utilisent tous les outils disponibles, des menaces et des pots de vin à la violence pure et simple, pour maintenir le contrôle et l'influence sur les ressources locales. Caracas est déjà classée parmi les villes les plus dangereuses du monde, avec plus de 55 crimes graves pour 100 000 personnes chaque année. Et parmi tous les districts, Katia est l'un des plus durement touchés. Pour les enfants qui grandissent ici, les difficultés vont bien au-delà de la faim. Chaque jour, ils font face à la violence, à la pression mentale et à une peur non dite qui pèse lourdement dans l'air. Les drogues filtrent dans chaque coin du quartier et le silence s'installe dans les rues comme un brouillard. De nombreux adolescents ne voient d'autre échappatoire que de rejoindre de petits groupes locaux, des versions miniatures des plus grands gangs, où être remarqué peut aussi signifier être en danger. Et les rêves, la plupart d'entre eux sont coupés avant d'avoir la moindre chance de prendre leur envol. La présence policière ici est mince et leur influence reste limitée. Les patrouilles sont irrégulières et la relation entre les résidents et les forces de l'ordre est souvent obscurcie par la méfiance. C'est un cycle qui se nourrit de lui-même. La pauvreté entraîne une perte de contrôle, ce qui entraîne une instabilité qui approfondit alors la pauvreté. Il n'y a pas de sortie facile pour un endroit comme Katia. Si vous avez trouvé le voyage d'aujourd'hui à travers ces endroits profondément difficiles significatifs, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire. Et faites-nous savoir dans les commentaires quel pays ou quel coin caché du monde aimeriez-vous explorer ensuite. Merci de votre écoute et nous vous retrouverons dans le prochain chapitre. Cher ami, si tu trouves la vidéo d'aujourd'hui intéressante, n'hésite pas à appuyer sur le bouton « J'aime » pour que je sache que ça te plaît. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, vas-y et fais-le maintenant, car je suis convaincu qu'il y a plein de choses passionnantes qui t'attendent. Ton soutien n'est pas juste un simple clic, c'est la motivation qui nous pousse à te proposer des histoires captivantes et des voyages fascinants venant des 4 coins du monde. En ce moment, sur ton écran, il y a une autre vidéo que je suis sûr que tu vas adorer. Clique dessus et continuons à explorer ensemble. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo d'aujourd'hui. À très bientôt pour notre prochaine aventure. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure géniale. Déposez vos pensées dans les commentaires, donnez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus. À la prochaine.